Les élites économiques tirent leur richesse de la croissance de la production. Or, pour produire le plus possible, il faut aussi polluer le plus possible. En effet, plus on collecte et consomme les ressources de l'environnement, et plus on produit de l'énergie de production, donc plus les rendements augmentent. Partons d'une première hypothèse, qui est que les élites financières font tout ce qui est possible pour accroître leur pouvoir et leur fortune. Ainsi qu'une seconde hypothèse, selon laquelle toute idéologie qui est mise en avant n'est pas le fruit d'une manifestation populaire, mais plutôt le résultat calculé de financement philanthropique. En effet, les idéologies dominantes reflètent les intérêts des groupes qui disposent des moyens de les diffuser. Depuis l'institutionnalisme de l'idéologie du réchauffement climatique d'origine anthropique il y a plus de 40 ans, l'écologie est devenue un pilier de la gouvernance mondiale. Elle est un sujet politique incontournable, une composante essentielle de l'enseignement, et toutes les entreprises cherchent à afficher une image verte. Depuis plusieurs décennies, une part majeure du financement mondial de la recherche, des ONG, des conférences et des initiatives écologiques provient de fortunes issues d'industries fortement polluantes. Pourquoi des fondations comme la famille Rockefeller, qui s'est bâtie sur l'empire du pétrole, ou de Bill Gates, Jeff Bezos, qui sont les plus gros pollueurs du monde, financent-elles la propagation dans les rangs de la masse, l'idéologie écologiste? Le sujet de cette vidéo n'est pas le réchauffement climatique, mais plutôt comment cette idéologie peut être instrumentalisée pour servir les intérêts de l'élite. Chaque société repose sur des institutions. L'école, les médias, la culture, la recherche, la religion, les entreprises, l'État. Ces institutions façonnent les valeurs, les comportements, les évidences partagées. Elles définissent ce qui est normal, souhaitable et rationnel. Historiquement, les grandes idéologies ont toujours été soutenues par les classes dominantes, celles qui ont les ressources nécessaires pour façonner le discours collectif, via les médias qu'elles possèdent, les universités qu'elles subventionnent, les organisations internationales où elles siègent et les politiques publiques qu'elles influencent. C'est ce que le philosophe Antonio Gramsci appelait l'hégémonie culturelle. La domination ne repose pas seulement sur la contrainte via l'autorité, mais aussi sur le consentement. Les classes dominantes maintiennent leur pouvoir parce qu'elles parviennent à faire accepter leur vision du monde comme étant normale et universelle. D'après lui, le pouvoir ne s'impose pas seulement par la force, mais par la capacité de définir ce qui semble aller de soi. Une idéologie devient réellement puissante lorsqu'elle cesse d'être perçue comme une idéologie et quand elle devient du simple bon sens. C'est le moment où la vision du monde des élites, ou du moins celle dont ils font la promotion, se fond dans la culture populaire, dans les habitudes de langage et les réflexes moraux. Revenons à l'écologie. Dans sa forme pure, l'écologie est structurellement incompatible avec le marché, car le marché repose sur une croissance perpétuelle. Or, préserver les équilibres écologiques suppose de ralentir, réduire et partager. Exactement l'inverse de ce que recherche la logique marchande. Et pourtant, paradoxalement, ce même marché s'est approprié l'écologie. En effet, la logique du capitalisme est de tout transformer en marché. C'est là le génie du capitalisme, car il peut même transformer en marché sa propre contestation. Le premier grand pilier du marché de l'écologie, c'est la finance verte. Sous l'apparence d'une transition responsable, le monde financier a su convertir la contrainte écologique en produits d'investissement. Les banques et les fonds d'investissement ont créé toute une série d'indicateurs durables. Fonds ESG, obligations vertes, indices environnementaux, crédits carbone financiers, etc. Leur promesse est d'investir dans des entreprises socialement responsables et respectueuses de l'environnement. Mais dans les faits, cette finance verte est dominée par les mêmes géants qui financent le pétrole, l'armement et la surconsommation. BlackRock, Vanguard, JP Morgan, Goldman, etc. Ces institutions gèrent à elles seules plus de 40 000 milliards de dollars d'actifs dits verts. Et parmi les entreprises qui bénéficient de ces investissements, on retrouve Shell, BP, Total Energy ou Amazon, simplement parce qu'elles annoncent des plans de neutralité carbone. Le résultat est paradoxal. Les plus gros pollueurs se retrouvent récompensés pour leurs promesses et non pour leurs actes. Le marché ne remet donc pas en cause la logique du profit, il la requalifie. Le marché ne se moralise pas, elle intègre l'écologie comme un nouveau segment de croissance. Les critères ESG par exemple renforcent ce phénomène. Ils permettent aux investisseurs de privilégier des entreprises responsables et orientent les milliards vers des acteurs jugés durables. Les entreprises polluantes utilisent ces labels pour améliorer leur image, attirer les fonds et rester légitime, tandis que les standards ESG définis par de grandes fondations déterminent ce qui est considéré comme acceptable et responsable. Tout ceci a également donné lieu à des nouvelles filières industrielles. Sous couvert de durabilité, ces industries sont présentées comme la solution miracle. Les voitures électriques, les batteries, les éoliennes, les panneaux solaires, les matériaux biosourcés ou encore les technologies de captation du carbone. Mais derrière le discours écologique, la logique économique reste la même. Ces filières existent grâce à l'extraction massive de ressources, la spéculation sur
les matières premières, la délocalisation de la production et la concentration du capital entre les mains de quelques élites. La révolution écologique profite ainsi aux entreprises qui sont déjà dominantes. Toutes bénéficient d'énormes subventions publiques et d'investissements privés censés accélérer la transition. Mais cette transition reste fondée sur la croissance industrielle et non sur la sobriété. Encore une fois, l'écologie est devenue un nouveau moteur d'expansion économique, une mutation du capitalisme et pas sa remise en question. Le visage du marché écologique qu'on connaît tous, c'est celui de la consommation verte. Les marques ont compris que la peur et la culpabilité liées au dérèglement anthropique pouvaient devenir des leviers commerciaux puissants. Chaque produit est désormais décliné en version éco. Vêtements recyclés, cosmétiques bio, voitures hybrides, alimentation locale, emballage compostable. Les campagnes publicitaires mettent en avant la responsabilité individuelle. Changez le monde en changeant vos habitudes de consommation par exemple. Le consommateur devient ainsi le héros moral d'un système qui ne change pas. Les entreprises se rachètent une image verte sans modifier leurs pratiques profondes. De cette manière, l'écologie est habilement transformée en valeur marchande. On doit aussi parler de la taxe carbone. Elle est présentée comme une mesure simple, faire payer ceux qui polluent afin d'encourager les comportements écologiques. Concrètement, c'est une taxe appliquée sur les produits ou les activités qui émettent du dioxyde de carbone. Elle concerne la multinationale comme le petit artisan. La taxe carbone touche d'abord les consommateurs et les citoyens, car elle se répercute sur les prix de l'énergie, du transport et des produits de base. Ce sont donc les ménages qui en paient le coût le plus direct. En France, par exemple, la hausse de la taxe carbone sur les carburants a été l'une des causes principales du mouvement des Gilets jaunes en 2018. Elle augmentait le coût de la vie, surtout pour ceux qui n'avaient aucune alternative écologique. Pendant ce temps, les grandes entreprises bénéficient d'exemptions, mais sont généralement délocalisées, donc pas concernées. L'écologie sert donc aussi à financer les gouvernements. En Europe, les taxes et marchés carbone ont généré plus de 100 milliards de dollars de recettes en 2023. Le principe du marché du carbone est simple. Chaque entreprise reçoit ou achète un certain nombre de droits à polluer. Si elle émet plus de CO2 que prévu, elle doit acheter des crédits carbone supplémentaires. Si elle émet moins, elle peut revendre ces crédits à d'autres entreprises. Ce système est donc devenu un marché financier comme un autre. Les crédits carbone s'achètent, se vendent et se spéculent comme des actions en bourse. Leur prix varie selon la demande et certaines entreprises ou banques font des profits énormes sur la pollution. Le marché de l'écologie est une opportunité économique. Il permet aux grandes entreprises et aux élites financières de tirer profit de la transition sans remettre en cause le modèle productiviste, en plus d'accroître leur pouvoir et de voler toujours plus la population. Dans certains domaines, les élites arrivent à utiliser l'écologie pour accroître davantage leur production et réaliser des transitions de produits, mais surtout de préserver et acquérir davantage de pouvoir et de monopole. Le meilleur exemple est sûrement Bill Gates. Il finance massivement des projets écologiques via sa Breakthrough Energy Foundation, via la Bill et Melinda Gates Foundation, investit massivement dans des programmes agricoles présentés comme durables. Des graines modifiées génétiquement seraient plus résistantes, plus productives, donc permettraient de nourrir plus de monde tout en déforestant moins. Donc comme ça réduit la déforestation, même si on utilise plus de pesticides, c'est vert. En réalité, ces semences sont propriétés de grandes multinationales, comme Monsanto, Bayer, et sont également protégées par des brevets. Les agriculteurs doivent les racheter chaque année, ce qui crée une dépendance économique totale. Au nom de l'écologie, il installe un monopole mondial sur les semences. D'ailleurs, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies en 2021 pour la COP26 met en avant ce système dans des rapports officiels. Le même raisonnement s'applique à la viande de synthèse. L'élevage bovin est accusé d'être responsable d'une part importante des émissions. Il est prévu de grandement limiter l'élevage bovin dans beaucoup de pays, dont certains qui ont déjà commencé comme en Irlande. Bill Gates ou Jeff Bezos investissent alors dans des startups de viande cultivée, comme Upside Food ou Beyond Meat. Cette transition alimentaire ouvre la porte à une industrialisation totale de l'alimentation, dépendante de brevets, de laboratoires, de chaînes logistiques complexes contrôlées par quelques groupes, ce qui renforce encore leur mainmise sur le marché. Enfin, l'écologie peut aussi être utilisée pour justifier la numérisation complète de la société, la monnaie numérique, l'identité numérique, financée d'ailleurs également par Bill Gates. En effet, si on écoute notre ministère de l'écologie en 2020, le numérique ne pollue pas. Pourtant, l'euro numérique pourrait aussi donner à la banque centrale la capacité de suivre, voire de conditionner chaque transaction. L'identité numérique, elle, est promue comme un outil pour réduire les démarches administratives et éviter les fraudes. Mais elle ouvre la voie à une traçabilité totale des individus. La numérisation accroît le contrôle de la population et pollue quand même. En effet, l'écologie est une idéologie qui peut être utilisée pour mieux contrôler la masse et surtout servir le mondialisme. L'écologie est très clairement devenue un pilier de la gouvernance mondiale. Les grands enjeux environnementaux sont désormais traités à l'échelle planétaire, dans des cadres institutionnels avec l'agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies, les accords de Paris, les politiques de finances vertes adoptées internationalement, les critères ESG, etc. L'écologie donne un discours moral puissant qui sert de justification
pour renforcer des institutions supranationales, des normes et des réglementations globales. On crée des standards qui dépassent les frontières nationales, ce qui favorise ceux qui sont déjà intégrés dans le système global. En effet, les pays qui sont en voie de développement sont dans l'incapacité totale de respecter les réglementations d'émissions, déjà pour leur développement, mais surtout car on sait depuis longtemps que moins un pays en voie de développement pollue, plus l'espérance de vie de sa population diminue. En effet, il y a des pays où polluer n'est pas juste une question de productivité, mais plutôt de vie ou de mort. Les élites financières étant situées en Occident, un gouvernement écologique mondial leur permet d'asseoir leur domination sur les puissances émergentes. Ainsi, par la centralisation, la numérisation et son caractère, la gouvernance mondiale fragilise les libertés individuelles et les souverainetés démocratiques lorsqu'elle justifie ses actions au nom de l'écologie. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.